Oscar. Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Le réalisateur du cinéma. Donc ce séminaire se tournera autour de l'histoire du cinéma. Nous aurons également nous apporterons également quel est le boulot du réalisateur du cinéma avec la direction, l'acteur, le scénario, le repérage, etc. Et bien sûr sans oublier la partie questions-réponses. Tout cela avec François Cougnon, créateur de boîtes des spots publicitaires pour la télévision et le film de production des films, pardon. Accordons maintenant la parole à Monsieur François. Monsieur François, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien tous? Oui, nous vous entendons avec merveille, monsieur. Ok. Alors du coup, par contre, je peux pas mettre la caméra. Je sais pas si c'est de votre côté où il y a une... on peut pas, ou... mais après, moi, ça me dérange pas. Vous avez autorisation, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ouais, parce que du coup, j'y arrive pas. Bon, bref, bonsoir à tous. Du coup, j'ai eu un mail explicatif comme quoi il y avait des questions sur le cinéma et sur le métier de réalisateur. Donc, je vais faire une partie sur l'histoire très rapide du cinéma. Et après, une seconde partie purement sur le métier de direction d'acteur. Donc, pour commencer, le cinéma, ça a un peu plus de 100 ans, ça approche les 130 ans. Donc, c'est un art qui a parcouru tout le siècle dernier, donc toute notre histoire proche, et qui a été témoin des grands changements qu'il y a pu y avoir dans l'histoire récente, notamment malheureusement les guerres ou les changements de génération, les changements de liberté, etc., les changements de partis politiques aussi. Tout ça pour vous dire que au début, le cinéma, c'était une industrie, principalement, une industrie faite pour gagner de l'argent, comme toutes les industries, et qu'on a mis 20 ans à s'apercevoir que potentiellement, ça pouvait être un art
et a commencé à garder les films. Avant, on les détruisait. On faisait des films avant, entre la naissance du cinéma, c'est-à-dire, on va dire, 1890, avec les Frères Lumière, et après aux États-Unis, avec Mack Sennett, Chaplin, etc. Donc jusqu'aux années, on va dire 15, ouais, les années 15, on rentabilisait un film et ensuite on le détruisait parce qu'on ne voyait pas du tout l'intérêt de garder en stock des bobines et des bobines de films. À partir des années, milieu des années 15, il y a des cinémathèques qui se sont créées dans le monde entier, notamment la Cinémathèque de Suède. Et là, on s'est rendu compte que ça valait le coup de garder les films pour le futur, et notamment parce que on s'apercevait qu'il y avait une écriture, mais on en reparlera de ça quand on verra le métier de réalisateur. Mais il y a une écriture d'un film. Un film ne se fait pas n'importe comment. Un film a un sens, un film a des plans, et ce qu'on vous montre à l'écran, c'est comme un écrivain qui écrirait dans un livre la description d'un paysage ou d'un personnage, voilà, que vous n'avez pas besoin d'imaginer pour le coup, puisqu'il est sur l'écran. Mais derrière, il y a le taf du réalisateur qui, lui, s'est acharné à imaginer un univers, des personnages, à les diriger d'une certaine façon. Et chaque réalisateur, réalisatrice a sa manière de faire un film, sa manière de développer une histoire, un thème, et sa manière aussi de créer des personnages. Donc si je continue un peu dans l'histoire du cinéma, on arrive à un mouvement qui est relativement important du cinéma, encore en Europe, c'est les expressionnismes allemands de 1918 à 1933. Donc, avec l'avènement d'Hitler, et Hitler, même si c'est très controversé parce qu'il aimait le côté de très grande réalisation avec des grands décors de l'expressionnisme allemand, c'était quand même considéré par les nazis comme des arts dégénérés, et ils ont été mis à la porte au moment où le nazisme est arrivé au pouvoir en Allemagne. Mais entre 1918 et 1933, on a des réalisateurs comme Fritz Lang, comme le réalisateur de l'Aurore. Alors l'Aurore, c'est aux États-Unis parce qu'il part aux États-Unis après, mais le réalisateur Murnau qui fera Nosferatu, le vampire, en Allemagne. Et donc là, en fait, on a un cinéma qui se base beaucoup sur la technique. Donc on est sur des jeux de lumière très qui favorise beaucoup les perspectives, qui favorise beaucoup les contrastes, avec des parties, des plans où il y a des fonds qui sont tout noircis, dans lesquels peut jaillir une menace ou pas, mais du coup qui racontent encore autre chose, c'est-à-dire qu'on se sert du hors-champ, en tout cas on se sert de ce qu'on ne voit pas à l'écran pour raconter quelque chose. Souvent, ça a été des films de gangsters, souvent, ça a été des films d'épouvante. Je ne dirais pas d'horreur parce que maintenant, évidemment, c'est des films qu'on s'entend. Donc, c'est pas les films les plus effrayants, mais quand même, ils gardent une patte très particulière. Vous pouvez regarder Metropolis, qui est assez long, hein. Il y a plusieurs versions parce qu'on en a perdu des morceaux dans l'histoire, mais on en a retrouvé pas mal. Il y a une version de 2h30 qui est un film de Fritz Lang, un film d'anticipation où les pauvres vivent sous terre, les riches sont sur la terre, les riches exploitent les pauvres, et pour manipuler les pauvres, les riches vont envoyer une femme robot avec l'apparence d'une femme pour les séduire, les empêcher de faire des grèves ou des manifestations, etc., etc. Donc pour se protéger, quoi, pour protéger le pouvoir. Et c'est un film qui est muet, qui est en noir et blanc, qui est de 1920, qui est de 1925. Et donc, voilà, c'est des films qui sont tout à fait extraordinaires parce qu'évidemment, il y a eu ensuite beaucoup d'influence, ça a influencé beaucoup, ça influence encore beaucoup le film de science-fiction, les films même là, Megalopolis, qui est sorti il y a quelques années de Coppola, est encore influencé de ça, des grandes cités, des cités qui tournent mal, des cités qui sont
corrompu par le péché, par le etc., etc. Donc, c'est des images qui reviennent. Le cinéma s'influence d'une époque à l'autre. Après, si très rapidement, du coup, je continue sur le cinéma, toujours en Europe, il y a un réalisateur très important en Europe qui va continuer sa carrière aux États-Unis, lui aussi. C'est un réalisateur anglais, c'est Alfred Hitchcock, donc qui va travailler un peu avec l'expressionnisme allemand. Il va faire des stages, entre guillemets, là-bas. Et avec sa femme, qui travaillait déjà dans le cinéma, ensuite, ils vont faire des films en Angleterre, des films en Angleterre qui vont avoir beaucoup de succès. Alors là, je pourrais en parler beaucoup plus précisément, mais ce n'est pas le sujet du séminaire, mais il y a beaucoup de choses à dire sur Alfred Hitchcock et sa femme, sur comment est-ce qu'ils ont fait des films. Je précise sa femme parce que souvent, elle a été oubliée, et, alors qu'elle a eu un rôle essentiel dans son cinéma. Et donc voilà, pareil, c'est des films plutôt d'espionnage, plutôt des films, toujours la thématique chez Hitchcock, hein, c'est l'innocent accusé à tort qui va devoir prouver qu'il n'est pas coupable. Donc c'est une fuite pendant tout le film jusqu'à la résolution du problème, mais c'est toujours cette thématique de la personne accusée à tort qui va devoir prouver par lui-même, devenir un héros alors qu'il n'en est pas du tout un à la base, pour pouvoir prouver son innocence. Et après, du coup, il part en 1940 aux États-Unis parce que ses films marchent très bien au cinéma à l'international et qu'on lui propose un poste. On lui propose un poste aux États-Unis pour réaliser à la base le Titanic, film qui ne se fera pas. Et s'il y avait eu la caméra, du coup, moi j'ai le poster derrière, il va réaliser à la place Rebecca, qui est un film tout à fait fabuleux, que lui n'aimait pas du tout, mais qui est un film remarquable sur, il n'y a pas de fantôme, mais il y a quand même un fantôme, quoi. Une femme qui épouse un homme qui a perdu sa femme, mais cette femme est toujours là, plus ou moins, sans être là. Tout rappelle dans la maison, c'est la première femme qu'il a eue, et du coup, la femme qu'il a épousée ne trouve pas du tout sa place. Elle est toujours remplacée par cette fameuse Rebecca du titre, mais qui n'apparaîtra jamais dans le film. Voilà, c'est un film assez passionnant à voir. Et après, du coup, bon, les années 40, les années 50, les années 60, pour Hitchcock, les années 50 vont être très, très riches. Vous avez beaucoup de réalisateurs. Après, bon, on pourra parler des réalisateurs en eux-mêmes, parce que je ne vais pas vous faire toute une histoire du cinéma, hein. C'est juste pour vous dire que ça vient de là, et puis ça arrive à là où on en est aujourd'hui. Mais il y a eu... et je digresse complètement, mais il y a eu des réalisateurs, évidemment, tout autour de la Terre, et des réalisatrices, et avec des domaines différents. Ça peut être le documentaire, ça peut être la fiction. Très souvent, c'est la fiction. On va au cinéma pour se divertir. Donc, il y a toujours un intérêt pour le réalisateur ou le scénariste de se demander qu'est-ce qui plaira au, au public. Parce qu'au départ, je vous disais, c'était une industrie, le cinéma, c'est-à-dire qu'il fallait engranger de l'argent. Ça reste une industrie. C'est-à-dire que c'est un mélange d'art et d'industrie. Quand on écrit, alors moi j'écris des scénarios où j'adapte des bouquins. Là, je suis en train d'écrire un scénario et d'adapter un bouquin. On prend ce qu'on estime, en tout cas, être le plus riche pour le spectateur. Des moments de tension, des moments d'ambiance, ça va parler à un tel, ça va parler à l'autre. Et c'est pour ça que le cinéma aussi, c'est un art de masse. Et ce qui est intéressant, c'est de toujours aller au cinéma, dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes, Netflix, etc., où on se retrouve un peu enfermé chez nous à regarder des films. Le cinéma, la particularité du cinéma aussi en tant qu'art, c'est que c'est un cinéma qui se vit en groupe. C'est-à-dire que en fait, vos réactions vont aussi être stimulées ou stimuler celles des gens qui sont dans la salle. Justement, c'était des tests que faisait Hitchcock, aimait beaucoup aller aux premières pour voir comment les gens réagissent. Ou des fois, on a filmé en infrarouge
pas en infrarouge, en vision nuit, pardon, des publics devant des films d'horreur ou d'épouvante pour avoir leur réaction, des gens qui ne se connaissent pas du tout dans la salle ont des réactions similaires. Et Hitchcock le faisait même dans différents pays, parce que pour voir si d'une culture à l'autre, les réactions étaient les mêmes. Et effectivement, sur beaucoup, les réactions étaient les mêmes. Notamment sur Psychose, par exemple, quand c'est sorti en 1960, avec la scène de la douche, le fait que ça surprenne le spectateur de manière totalement inattendue, même si maintenant on sait comment ça marche et c'est des scènes qui ont été vues 50 000 fois dans plein de films. Hein. Mais donc il y a un intérêt vraiment à aller voir des films en salle parce que le cinéma est vraiment fait pour, euh, pour être vu en salle. Il peut être fait pour être vu tout seul. Moi, je regarde des films tout seul. Je n'ai pas de problème avec ça. Souvent, je revois des films que j'ai déjà vus. Mais l'idéal, c'est d'aller dans une salle de cinéma et aussi de partager ça avec des gens qu'on ne connaît pas forcément et avec qui on ne discutera jamais et qu'on ne croisera certainement jamais autre part dans sa vie. Mais il y a une espèce de connexion émotionnelle qui se fait quand on va voir un film. Et ça, c'est toujours intéressant. Le cinéma, c'est un art de masse. Alors, c'est là où il faut faire attention. C'est un art qui peut être aussi détestable qu'aimable. C'est-à-dire que, étant donné que c'est un art de masse, il a beaucoup servi à la politique et aux dictatures. C'est-à-dire que ben, c'est un art qui peut faire passer des messages. Donc, des fois, ça peut être bienveillant. Des fois, ça peut être malveillant, d'où l'éducation à l'image qui est hyper important. C'est-à-dire comment vous voyez un film, comment vous le percevez et comment vous pouvez avoir le recul critique de vous dire ça va pas, j'ai pas envie de regarder ça, j'ai pas envie d'entendre ça. Par exemple, moi je sais que j'ai pas, mais là c'est la télé, mais j'ai pas la télévision chez moi, je ne regarde pas les informations parce que les informations, il y a un côté un peu biaisé selon là où vous vous trouvez, dans quel camp vous vous trouvez, dans quel pays vous vous trouvez. Ben on va vous présenter des choses de cette manière et les autres. Et on appelle ça des informations. Mais c'est pas vraiment des informations. Il y a quand même un axe de lecture. Donc voilà, moi, je préfère me contenter de mes fictions qui au moins sont des choses construites et je sais que c'est pas vrai, mais ça raconte quand même quelque chose qui me plaît et qui peut aussi parler de l'actualité ou qui peut défendre des propos sur, encore une fois, sur les gens qui sont dans le besoin, une critique de la société. Si on regarde Vol au-dessus d'un nid de coucou, par exemple, de Milos Forman. Milos Forman, c'est quelqu'un qui a vécu sous le communisme. Il récupère le livre de Ken Kesey et il en fait un film. Et c'est quoi Vol au-dessus d'un nid de coucou en 75, donc après les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Le livre a été écrit en 62, donc pendant les manifestations pour les droits civiques des Noirs américains. C'est la chute du communisme aussi un peu partout. Donc c'est quoi Vol au-dessus d'un nid de coucou? C'est un hôpital psychiatrique dans lequel les gens sont écrasés, les gens sont maltraités, etc. Et il y a un bonhomme qui tombe là-dedans, un mec qui arrive dans cet hôpital et qui va donner de l'espoir à tout le monde et qui va permettre à ce que tout le monde se libère de ses propres chaînes. Donc voilà, donc le cinéma, c'est entremêlé dans notre histoire et, oui, il peut raconter des choses qui sont très très fortes. Voilà. Donc, alors après, j'ai pas d'interaction avec vous, mais c'est vrai que je ne sais pas si vous allez souvent au cinéma. Je ne sais pas si vous avez des films de prédilection. Après, on peut parler aussi de... Parce que là, je parle surtout du cinéma européen, américain, mais vous pouvez aller voir des films de Ousmane Sambène, par exemple, en Afrique, qui sont très, très bien. Medhondo, Medhondo, s'il y en a qui notent, qui sont magnifiques. Il y a les films de Jean Rouch. Alors, il faut être un petit peu plus. C'est un peu plus compliqué pour Jean Rouch parce que c'est un occidental qui s'est installé en Afrique et qui a beaucoup mis en scène les Africains
son travail n'est pas inintéressant. Il connaissait les réalisateurs qui travaillaient en Afrique, mais il y a beaucoup de mise en scène. Donc, il y a beaucoup aussi d'occidentalisme, on va dire, et de présentation occidentale qui n'est pas forcément très sain, aujourd'hui en tout cas, mais du coup, il faut en être critique et être au courant de ça. Euh, et puis, euh, et puis en Inde, vous avez un super grand réalisateur qui s'appelle Satyajit Ray. Je pourrais plus vous écrire, vous épeler son prénom parce que c'est un prénom un peu Satyajit Ray. Je crois que ça commence par S-Y-A et Ray par contre c'est R-A-Y. Donc qui a fait beaucoup de films en Inde. Euh, hors Bollywood, Bollywood étant le premier pays qui produit des films dans le monde, c'est l'Inde. Produit pour l'Inde, déjà l'Inde, ils sont énormément, et il produit aussi pour l'Afrique, où il y a beaucoup de diffusion de films indiens. C'est 16% de la production mondiale, l'Inde. Les Américains, c'est 9%. Et après, de mémoire, je n'ai pas les chiffres là derniers, mais ça doit être la France, parce qu'il y a une histoire du cinéma en France qui est là depuis très longtemps. Justifié ou pas justifié, moi j'aime beaucoup le vieux cinéma. Aujourd'hui, je ne suis pas très très fan du cinéma français, mais après, il y a les goûts et les couleurs. Mais, euh, mais il est vrai qu'on a eu des grands studios de cinéma. On a encore des grands studios de cinéma, donc il y a une production qui est assez importante, qui doit être de 5 ou 6%. Donc par rapport à la taille du pays, c'est relativement important. L'Italie avait des très très grandes infrastructures de cinéma qu'ils ont perdu malheureusement. Ils produisent encore des séries et quelques films dans les studios de Cinecittà à côté de Rome, mais voilà, ça c'est. Et je vous parlais tout à l'heure des dictatures et du cinéma. Le Cinecittà est un studio qui a été créé par le fils, je crois que c'est ça, le fils de Mussolini, donc dictateur en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale et avant. Et, euh, et sous le nazisme, il y a eu des grandes, grandes productions pour la propagande, etc., etc. Et en fait, c'est des régimes politiques qui financent beaucoup le cinéma, ou qui ont financé beaucoup le cinéma. Toujours pareil, comme ce que je vous disais tout à l'heure, pour évidemment la propagande, voilà. Et qu'on donnait des films extraordinaires. Le Corbeau d'Henri-Georges Clouzot, voilà. Georges Clouzot, après, il s'est fait virer parce qu'il s'est servi de l'argent de la propagande pour faire des films qui sont anti-propagandistes, donc qui valorisent comment dire, des thématiques qui ne sont pas du tout dans le collimateur de ce que veut étendre idéologiquement le parti nazi à l'époque. Mais voilà, et du coup, ça fait des films très, 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 très beaux. Euh, voilà. Après, bah, sur les films, j'imagine que vous connaissez. Après, bon, maintenant Spielberg est vieux, mais enfin, il a traversé des générations et des générations. John Ford est un réalisateur fantastique. Je vous invite aussi à voir des films de John Ford. Si on doit citer des femmes, il y a Ida Lupino qui a fait des films super. Ida Lupino, c'était une actrice et elle a fait des films aussi dans les années 50. Elle était bien toute seule à Hollywood, la pauvre, et elle a eu, voilà, s'est battue pour défendre ses films, euh, mais, euh, mais voilà, au pire des cas, après, s'il y a d'autres questions et s'il y a besoin de faire une synthèse ou d'une proposition de film à voir, si ça vous intéresse, moi, je pourrais toujours, si vous me demandez, vous envoyer des listes ou vous envoyer des conseils pour voir, euh, pour voir des films. Il y a l'Italie aussi, évidemment, qui a eu une grande période après la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle le néoréalisme, donc avec Le voleur des bicyclettes, les films de Fellini. Toujours, alors là, pour le coup, c'est des films qui parlent des enjeux politiques et du chômage. Souvent, c'est le chômage, la perte d'emploi. Dans la Strada de Fellini,
à cette époque-là, on vendait ses propres enfants pour pouvoir avoir de l'argent pour nourrir le reste de la famille. Euh, donc La Strada raconte ça. Moi, personnellement, c'est un de mes films préférés, mais ça raconte l'histoire d'une mère qui vend sa plus grande fille à un mec qui fait du cirque ambulant. Voilà. Et alors c'est très triste, hein, c'est pas du tout. Il y a des moments qui sont assez drôles, mais enfin c'est quand même une histoire relativement triste. Euh, donc voilà, donc au niveau du néoréalisme, on est vraiment dans quelque chose qui se rapproche de ce que les gens vivent en Italie en tout cas. Et, euh, et donc ça va durer à peu près de l'après-guerre jusqu'aux années 60. Et puis après, avec l'embourgeoise, entre guillemets, pas l'embourgeoisement, mais avec les conditions de travail et les conditions aussi politiques qui se passent dans le monde, parce que les années 60 sont quand même des périodes, je ne parle pas pour tous les pays, évidemment, hein. En Europe, pour les Occidentaux, sont des périodes qui sont très riches. Donc, voilà, il y a un épanouissement de la société et ça conduit à d'autres périodes, à d'autres films que les gens ont envie de voir. Donc, on va rentrer dans une période plus optimiste, plus drôle, plus, voilà, plus cartoonesque, plus libérateur au niveau des esprits. On va quitter une période un peu noire de la société, parce que j'en reviens à ce que je disais, hein, le cinéma suit le cours de l'histoire, et et donc il suit aussi ce que les gens vivent. Et c'est pour ça que je vous parlais du cinéma africain, qui est jamais pas suffisamment mis en avant, mais qui existe. Il y a eu énormément de grands réalisateurs africains et qui montrent aussi ce qui s'est passé sur le continent africain, ce que les gens ont vécu. Un réalisateur français qui est intéressant aussi, c'est René Vauthier. Et René Vauthier, lui, est parti en Afrique et a fait les premiers films à partir du début des années 50, notamment Africa 50, où il était missionné par l'État pour aller filmer l'Afrique, entre guillemets, montrer que l'Afrique, c'était cool sous la colonisation. Et il a choisi de filmer tous les gens qui vivaient en Afrique et de leur demander comment ça se passait. Et donc, évidemment, ça se passait mal. Et, euh, et donc, lui, ces bandes filmées ont été réquisitionnées par la... Enfin, c'est toute une aventure, René Vauthier. Beaucoup de ces films ont été réquisitionnés par la police, cachés dans des commissariats. Il a dû infiltrer des commissariats pour récupérer ses bobines. Il a même été en prison. Voilà, il a dû monter ses films en cachette pour les diffuser. Une histoire super intéressante. Un mec que j'avais rencontré, moi, il est décédé maintenant, mais que j'avais rencontré il y a 20 ans et qui a eu une vie extraordinaire de films de résistants, de résistants politiques, en tout cas de faire ce qu'il avait envie de faire. Et ce qui est très important en cinéma, c'est vraiment de faire ce qu'on a envie de faire. Vous pouvez faire des... Alors, je ne dis pas que là, vous allez m'écouter, vous allez devenir réalisateur demain. Hein. C'est pas ça. Vous êtes forcé à rien. Mais si travailler dans l'image un jour, ça vous intéresse, il ne faut jamais, j'allais vous dire, c'est peut-être pas un bon conseil, hein, mais pour moi, c'est un bon conseil. Il ne faut jamais suivre ce que les gens font. C'est-à-dire qu'on voit que dans l'histoire, tous les gens qui ont fait des choses qui étaient intéressantes, c'est ceux qui ont fait des choses à côté de ce qui se passait au même moment et qui finalement ont inventé des styles, ont inventé des plans, ont inventé des manières de diriger des comédiens, ont inventé des univers particuliers. Euh, il en ressort que, eh ben, vu que c'est pas dans le même sens que tous les autres, ça sort du lot. Donc, euh, donc voilà. Et une chose qui est très importante, c'est de se servir aussi de vos propres histoires, de vos propres idées, de vos propres ambitions.
Je vous donne juste un exemple. John Ford, dans tous les films de John Ford, alors c'est pas très gai, mais pas forcément tout le temps. Mais dans quasiment tous les films de John Ford, le personnage principal parle avec une femme qui est décédée ou qui n'est plus là. Et c'est une grande thématique de John Ford. C'est-à-dire que la femme est absente ou elle a disparu. Et c'est quand même elle, souvent, qui va décider du destin de l'homme pendant toute l'histoire. Par exemple, au début de Vers sa destinée, qui raconte l'histoire comment il s'appelle ce président? Abraham Lincoln, qui va devenir président des États-Unis après. Il avait rencontré une femme qui est décédée quand il était jeune, et quand il veut prendre la décision de devenir avocat, pour ensuite devenir président des États-Unis, il va sur la tombe de cette femme, il plante un petit bâton devant la tombe et il lui dit, voilà, je te laisse décider de mon sort. Si le bâton tombe d'un côté, je ne ferai pas de carrière d'avocat. S'il tombe de l'autre côté, je ferai une carrière d'avocat. Et le bâton tombe du côté de sa carrière d'avocat. Donc, alors évidemment, c'est imagé, hein, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé dans la réalité. Mais c'est une manière pour John Ford de montrer l'importance de l'absence, de montrer l'importance du décès, de la pensée qu'on peut avoir et de ce que les morts ou l'absence peut nous induire à faire ou nous aider à faire. Donc ça, c'est des thématiques qui sont personnelles à chaque réalisateur. Chez Hitchcock, je vous disais, hein, c'est le coupable qui est accusé d'avoir fait quelque chose et qui doit prouver son innocence. Donc, voilà, c'est aussi quand on écrit un film ou quand on fait un film, se dire qu'est-ce que moi j'ai à raconter sur moi. Alors, bien sûr, là, derrière vos caméras, j'imagine que vous êtes tous jeunes, hein. Moi, j'ai 41 ans, donc, mais je n'ai pas forcément plus à raconter que vous, parce que si je regarde, bah, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées aussi entre mes 1 an et mes 20 ans, donc je peux aussi raconter plein de trucs. Mais voilà, c'est qu'est-ce qui vous motive quand vous faites un film. Et après, ça peut être un film, voilà, ça peut être un film de science-fiction qui parle de l'absence. Ça peut être un film d'horreur qui parle je sais pas, de, d'une peur que vous avez, d'une phobie que vous avez, et puis vous l'illustrez autrement, mais en y impliquant cette phobie que vous avez, parce que cette phobie que vous avez, il n'y a que vous qui la connaissez, qui la ressentez. Donc, vous pourrez être à même de la transmettre au mieux sur l'écran. Voilà, ben là, j'ai déjà un peu abordé le métier de réalisateur. Donc, du coup, je vais passer là jusqu'à 25, hein, il est 19h01. Donc, j'espère que c'est intéressant ce que je vous dis, hein, parce que sinon, n'hésitez pas à me poser des questions ou à revenir vers moi après aussi hein, pour des compléments. Le métier de réalisateur, c'est comme le métier d'écrivain. Je vais essayer de faire des choses simples hein, parce que moi, ça m'aide aussi. Le métier d'écrivain, c'est quelqu'un qui va écrire des pages et des pages pour décrire quelque chose. Donc, comment ça marche le métier de réalisateur? Le réalisateur n'est pas forcément scénariste. Le métier de réalisateur, c'est un réalisateur. Aux États-Unis, on appelle ça director. Director, c'est pas mal parce qu'il y a l'idée de diriger une troupe, diriger une équipe. Réalisateur en France, c'est un peu pompeux parce que souvent, ils sont mis en avant. Alors, director, c'est pareil, hein, ils sont mis en avant aussi. Mais à tort, parce que c'est toute une équipe qui fait un film. Hein. Il y a la personne qui s'occupe du cadre, la personne qui s'occupe de la lumière, la personne qui s'occupe du son, les maquilleurs, maquilleuses, les monteurs, monteuses, les vêtements, les vêtements, c'est très important, les storyboarders, ceux qui dessinent le scénario, les scénaristes, évidemment, les producteurs qui cherchent l'argent, les producteurs qui sont là sur le plateau pour faire le lien entre le producteur qui cherche l'argent et le réalisateur pour voir si ça déconne pas entre l'argent qui est distribué et à quoi ça sert sur le terrain. Le réalisateur a un assistant réalisateur.
L'assistant réalisateur fait le lien entre l'équipe de tournage et le réalisateur. Bon, le réalisateur, il peut quand même aller voir l'équipe de tournage, hein, c'est important, hein. Moi, je sais que j'ai besoin d'aller voir tout le monde quand je suis sur un tournage. Moi, je m'implique beaucoup, parfois trop. Du coup, je suis très fatigué et du coup, je fais une dépression de 6 mois après chaque tournage. Mais ça, c'est un autre problème. Là, en ce moment, j'arrive un peu plus à donner des ordres et puis à lâcher prise, et à déléguer, voilà. Parce que c'est important de déléguer. Le métier du réalisateur, il est très simple. Le métier du réalisateur, il est de donner une vision au film. Donc, ça veut dire que cette vision, il va l'expliquer à tous les gens de l'équipe du film qui vont la mettre en place après. C'est-à-dire que si le mec, le réalisateur, j'en sais rien, je dis un truc ridicule, il veut que son film soit bleu, mais des fois pas forcément bleu foncé, des fois bleu clair, parce que ça va dépendre des sentiments des personnages qu'on voit à l'écran. Bon, ça serait très moche, hein, en vrai, mais il va en parler et l'équipe technique va dire, OK, ben on va faire ça, on va faire ça. Le mec de l'éclairage, il a des lumières qui peut couvrir en bleu, on appelle ça des gélatines, ce qu'on met sur les lumières. Donc avec plusieurs forces de bleu. Donc il va imaginer un univers qui va présenter après au réalisateur en disant, ben voilà, j'ai fait ces photos avec ces lumières-là, est-ce que ça te va, est-ce que ça te va pas? Et le réalisateur va dire, ça me convient tout à fait. Oui, il va dire, non, c'est pas, je le vois pas comme ça. Et ensuite, on refait des tests. Donc ça, c'est tout ce qui est test préparatoire. Le repérage aussi. Le repérage, alors souvent, le réalisateur est là quand même pour le repérage. Ou alors après, c'est l'assistant réalisateur qui y va et qui montre des photos. Mais bon, c'est un peu bof-bof parce que des photos, c'est quand même pas ce qu'on ressent sur le terrain. Donc les repérages, hein, on a un scénario, on a des lieux où on doit filmer, des appartements, des champs, des forêts, des chemins, etc., etc. Donc, ben, on fait la liste de tous les lieux de tournage qu'on va avoir besoin pendant le film. Un film, c'est environ, en France en tout cas, mais aux États-Unis, ça marche pareil. Ça va vous paraître beaucoup, mais ça va très très vite sur un film. Le montant moyen d'un film, d'un petit film, hein, c'est 5 millions pour payer tout le monde. Et un tournage d'un film, ça va entre un mois et un mois et demi. Après, il y a le temps du montage, enfin un mois et demi, 2 mois. Voilà, avec tout ce qui est post-prod, s'il y a des effets spéciaux, et après, ça peut être plus ou moins long selon la grosseur du projet, hein. Euh, un Jurassic World, bah, c'est pas, j'allais dire, un film de, je sais pas moi, un film d'Éric Romer, où là, il y a juste la caméra, des acteurs, il n'y a pas d'effets spéciaux. Voilà. Donc, après, et les budgets ne sont pas les mêmes non plus, évidemment. Sur des films, des grosses productions américaines, on monte à 100 millions, 200 millions, voilà, en espérant que le box-office soit là, parce que là, après, c'est plutôt casse-gueule. C'est soit ça marche pas. Et pour que ça marche, il faut que ça fasse 3 fois le prix que ça a coûté. Donc, il faut au moins, pour rentabiliser un film de 200 000 dollars, qu'à l'international, il fasse 600 000 dollars pour que le réalisateur ait les chances d'avoir encore le soutien des studios et puisse de nouveau demander des financements et puis pouvoir faire d'autres films après. J'en étais où au niveau du réalisateur? Donc oui, donc il y a toute cette partie de préparation, hein, qui est autour du repérage, de tout l'univers technique, etc. Alors, il peut écrire le scénario, hein. Donc, du coup, un scénario, comment ça marche? Un scénario, ça s'écrit au présent, toujours au présent. Ça s'écrit très aéré. C'est pas du tout comme un livre où ça va être ligne après ligne, très serré. Là, vous pouvez étaler l'écriture, il n'y a pas de problème. Sachant qu'une page, c'est à peu près, hein, mais une page représente 1 minute de film. Donc, quand vous allez écrire une page, il faut que visuellement, ça représente à peu près 1 minute de film. C'est pour ça qu'il faut laisser de la place, vraiment des grands espaces, etc. Parce que 1 minute, ça passe vite.
Alors, c'est sûr, en 1 minute, vous pouvez faire exploser 20 voitures dans New York. Bon, ben, si c'est une séquence qui va durer 1 minute avec des voitures qui explosent, bon, déjà, c'est long, ça va être très chiant. Mais au-delà de ça, si vous voulez que ça dure 1 minute, le visage de Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, il y a un plan juste sur son visage où il dit rien qui dure 1 minute. Bon, ben ça, sur le scénario, sur la page du scénario, ça ne doit pas prendre beaucoup de place. Hein, parce que, voilà, on regarde son visage. Et par contre, là, du coup, c'est un plan qui est passionnant, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans son visage. Et étant donné que c'est un très bon acteur, il a la capacité de faire passer beaucoup de choses sans qu'on s'en lasse. Et je vous disais qu'1 minute d'explosion de voiture, ça peut être chiant, parce qu'effectivement, c'est 1 minute au cinéma, c'est très long. Donc, soit c'est captivant, votre scène, soit ça va tomber à l'eau. Donc, bah, dans ce cas-là, il faut la réduire. Et c'est pas grave, ça. Si vous l'avez écrit 1 minute sur le truc, ça peut être réduit après. Vaut mieux que ce soit comme ça. Vaut mieux en mettre trop dans un scénario que pas assez. Parce que en enlever, c'est facile. En rajouter après, c'est plus compliqué. Parce que si vous en rajoutez, vous allez casser le rythme de votre film. Alors qu'en enlever, bah, vous ne le cassez pas parce que vous enlevez des choses inutiles. Alors, vous pouvez essayer de rajouter des choses utiles après, mais enfin, c'est vraiment casse-gueule, quoi. Faut être vraiment quelqu'un de brillant, j'allais dire. Alors, peut-être que c'est le cas, mais c'est plus casse-gueule de rajouter des choses que d'en enlever. Donc, un scénario, c'est toujours au présent. Et un scénario, on écrit toujours ce que le public ou ce que nous, on aimerait voir sur l'écran. C'est-à-dire, jamais dans un scénario, vous mettez il a peur, elle a peur, ou il pleure, elle pleure à un moment du scénario. Vous mettez ce que le public verra sur l'écran. Si la personne elle pleure, comment elle pleure? Vous pouvez écrire des larmes coulent de ses yeux sur sa joue. Ça, c'est visuel. Ça, sur l'écran, vous verrez ça. Mais vous ne pouvez pas dire elle est triste. Parce qu'il y a 10 000 manières de montrer que quelqu'un est triste. Et après, c'est à vous ou au scénariste de définir. Enfin, si vous êtes réalisateur scénariste, bah, du coup, c'est vous qui faites le job. S'il y a un scénariste, c'est lui qui fait le job. Et vous pouvez, en tant que réalisateur, après changer le scénario en disant alors, tu as écrit qu'elle était triste comme ça, mais moi, je vois plus comme ça. Ça, c'est jouable. Ça, vous pouvez. Parce que c'est votre patte, parce que c'est votre style. Il y a des gens, par exemple, quand ils sont tristes, ils cassent tout. Ils sont en colère. Donc, bah, peut-être que votre personnage, en fait, quand il est triste, il est en colère. Peut-être qu'il rigole, parce qu'il y a des gens qui sont nerveux, et quand ils sont tristes ou qui sont en colère, ils rient. Ou il y a des gens qui rient à des enterrements, parce que ils sont nerveux. Et c'est pas de leur faute. En fait, ils sont tristes, mais c'est leur manière de vivre les choses. Donc ça peut. Ça peut se faire. C'est vraiment votre manière de faire les choses. Euh, donc voilà, donc toujours écrire ce que le public verra à l'écran. Et c'est une chose d'autant plus importante que vous vous rendrez compte aussi de est-ce que ce que j'écris va être chiant ou pas pour le spectateur. Moi, par exemple, je suis en train d'écrire un scénario là. C'est un thriller. Et à un moment donné, il y a une femme qui est enfermée dans un hôtel. Et il y a un homme qui doit la secourir. Bon, alors, on est un peu dans le truc du patriarcat, je suis d'accord, mais bon, moi, des fois, j'ai du mal. Le rôle de la femme est important, mais c'est vrai que j'ai du mal à en sortir. Hein. La femme pourrait très bien être l'héroïne principale. Voilà, il se veut que c'est un homme. En plus, je parle un peu de moi dans ce film, donc moi, ben, je suis un homme, donc voilà, j'aurais pu le faire autrement, c'est vrai. Bon, peut-être ce sera ça à la fin. Mais en tout cas, dans mon scénario, c'est une femme qui est emprisonnée dans un hôtel par la mafia. Le personnage, la mafia sont en train de faire une partie de cartes à l'étage en dessous. Ils sont armés, etc., etc. Le personnage principal a un timing parfait où il doit délivrer la femme, mais attention, il doit délivrer la femme
par rapport à cette partie de carte. Et cette partie de carte arrive à son terme. Et quand la partie de carte sera terminée, il faudra qu'il ait eu le temps de libérer la fille et de la sortir de l'hôtel. Donc ça, c'est intéressant parce que ça joue sur du suspense. C'est-à-dire, est-ce qu'il y arrivera ou est-ce qu'il n'y arrivera pas? Alors, ce n'est pas du tout original, hein. On l'a vu dans 50 000 films, etc. Mais voilà, c'est des choses qui marchent et c'est des choses dont je fais attention, moi, personnellement, parce que je sais que ça va aider le spectateur. Le spectateur, on a envie qu'il reste sur son fauteuil quand même au cinéma. C'est-à-dire, on ne peut pas faire pause, mais du coup, l'idée, c'est qu'il reste bien dans son fauteuil et qu'il soit un peu prisonnier du récit, qu'il soit captivé et qu'il veuille savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite, quoi. Donc ça, dans l'écriture, c'est important et on s'en rend d'autant plus compte quand on écrit un scénario. Si c'est bien ou si ça va être bien ou si ça va pas être bien. Des fois, c'est un peu mou. Donc, du coup, il y a des scènes qu'on enlève parce qu'on se dit ça fait un gros trou dans le scénario. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mouvement. Hitchcock disait un bon film, c'est un train. C'est-à-dire que c'est un train qui part à toute vitesse et tous les wagons, ça doit être un moment de votre histoire. Et le train, il doit arriver à bon port, mais il ne doit jamais s'arrêter. Un film, c'est un train qui part à toute vitesse. Jamais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des moments de discussion, etc. Mais dans le rythme, il ne faut pas qu'il y ait de temps mort. Parce que sinon, on décroche. Et des fois, il y a des films, vous voyez, la première partie, elle est top, elle est bien. Puis la deuxième partie, on se dit, ouais, si la première partie n'est pas top, alors là, c'est encore pire, parce que si on s'arrête avant la fin, du coup, si ça se trouve, la fin était très bien. Des fois, ça arrive aussi. Mais voilà. Donc, je reviens sur le métier de réalisateur. Là, il me reste 10 minutes. Et là, sur le terrain, sur le tournage. Donc là, tout est prêt. Le scénario, il est prêt. Le réalisateur, il a fait les corrections avec le scénariste. L'équipe lumière est prête pour l'équipe lumière. L'équipe son est prête. On a la caméra, on a etc., etc. Donc là, tout est bon. Maintenant, ça va être sur le tournage qu'il y a un boulot hyper important du réalisateur. C'est presque son travail principal. Ça va être la direction d'acteur. Alors, si vous voulez voir une vidéo sympa, vous allez sur YouTube, vous tapez Jean Renoir, le réalisateur, Jean comme Jean, Renoir R-E-N-O-Y, R-E-N-O-I-R, et jeu d'acteur ou direction d'acteur. Alors, c'est très vieux, hein. Il dirige une comédienne et vous voyez l'évolution du personnage par rapport en même temps qu'elle apprend son texte. Donc, la direction d'acteur, vous avez plusieurs façons de diriger l'acteur. Soit vous faites de la direction à l'italienne, on appelle ça. La direction à l'italienne, c'est de réviser avec l'acteur son texte en commençant par pas d'émotion du tout. Comme s'il lisait un annuaire de téléphone. On ne se sert plus d'annuaire de téléphone, mais bon. Voilà, comme s'il lisait un truc à plat, sans aucune émotion. Et au fur et à mesure des indications du réalisateur, le comédien va commencer à appuyer sur certains mots, certains autres mots, et donner une intonation. Et prendre au fur et à mesure le sens du texte, et ça va faire venir l'émotion. Donc il est très bien dans l'extrait de Jean Renoir, parce que la femme finit vraiment par pleurer. C'est l'histoire d'une petite fille qui va déjeuner chez ses voisins, et pendant qu'elle déjeune chez ses voisins, sa mère fait tuer son chien. Donc la petite fille revient, et la petite fille sait ce qui s'est passé. Et elle en veut beaucoup à sa mère, évidemment, qui a fait tuer le chien. Et donc je vous laisserai découvrir, si vous avez envie, la vidéo, qui est peut-être en 2 parties. Je ne sais plus s'ils ont mis la totalité sur une même vidéo, mais vous pouvez regarder ça. Voilà, alors ça, c'est une manière qui est très bien, que moi j'utilise. Donc, quand je reçois une comédienne ou un comédien, on fait un travail à l'italienne,
C'est-à-dire que je présente le texte, on le lit, et puis au fur et à mesure, je lui donne des indications sur son personnage, et puis au fur et à mesure, du coup, elle va appuyer sur certains mots qui vont lui évoquer des choses plus fortes que d'autres, selon son personnage. La direction d'acteur aussi, quelque chose qui est très drôle. Alors là, pour le coup, je le fais. Ma fille fait du théâtre, donc on bosse aussi des fois pour réviser le texte. C'est de bosser son texte en faisant totalement autre chose. C'est-à-dire que nous, on joue aux cartes. Donc je lui dis, ben, écoute, on joue aux cartes, mais tu me révises ton texte en même temps. Du coup, le cerveau fait deux choses à la fois. Ça permet à la fois de bien apprendre son texte et à la fois, en fait, de voir où on bute naturellement sur des mots. Et peut-être qu'on le garde, ça, à la caméra. Peut-être qu'en fait, c'est des mots sur lesquels on bute parce qu'ils sont intéressants et parce qu'il faut le souligner à la caméra. Donc, ça, c'est hyper intéressant, des jeux comme ça. Des jeux où vous faites faire autre chose à vos comédiens pour voir comment est-ce qu'ils réagissent dans une situation tout à fait normale de la vie. Alors, attendez, excusez-moi, parce que j'ai un animal qui fait du bruit. Hop. Et du coup, j'en étais où? Oui, alors voilà, direction d'acteur. Euh, Après, sur le plateau de tournage, il y a plusieurs solutions pour diriger des comédiens. Donc, toujours le réalisateur se met à côté de sa caméra. Toujours. Et souvent, c'est un truc un peu merveilleux, mais on le, on voit jamais le réalisateur. Euh, on a l'impression qu'il bouge pas, mais en fait, le réalisateur bouge énormément. C'est-à-dire qu'il bouge en fonction de ces acteurs ou de ces actrices qui sont en train de jouer. Et on n'a pas l'impression qu'il y ait une connexion, mais il y a une connexion qui se fait assez, je ne sais pas comment cette connexion se fait. Mais sans se regarder, les comédiens voient les gestes du réalisateur. Et je vous dis, je l'ai fait, et c'est vrai que c'est un sentiment qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne se regarde pas dans les yeux, mais pourtant, chacun voit ce que l'autre fait. Et du coup, à côté de la caméra, on peut donner des petites indications pendant que l'acteur joue. Mais voilà, s'il y a une bonne... Et là, il faut travailler à la complicité avec les comédiens, enfin, avec les acteurs et les actrices. Et souvent, ça aide beaucoup. Ça peut être hein, je sais pas moi, donner un message de parler moins fort, de parler plus fort, voilà, ce genre de choses-là. Mais qui ne se font que au moment du tournage. C'est pas la peine de dire avant. Encore une fois, on est comme sur le scénario. C'est pas la peine de dire à un comédien, surtout pas d'ailleurs, cette scène tu la joues triste. Ça ne veut rien dire jouer triste. Par contre, cette scène, tu me la joues comme si tu allais à l'enterrement de quelqu'un que tu aimais. Là, nécessairement, ça joue sur la tristesse. La tristesse, c'est pas la même entre perdre au loto et perdre quelqu'un qui nous est cher. Excepté si on a un personnage totalement vénal qui, pour lui, c'est l'inverse. Pour lui, c'est plus triste de perdre de l'argent que de perdre. Mais dans ce cas-là, on est dans un film où les personnages sont très particuliers. Des personnages presque inhumains, en tout cas qui n'ont pas beaucoup de morale, qui préfèrent l'argent plutôt que les personnes. Ça existe. On peut tout à fait faire un personnage qui soit triste et qui soit pas du tout touché par des choses beaucoup plus graves. Excusez-moi, je bouge mon ordinateur, donc j'espère que vous m'entendrez encore bien, parce que j'ai mon animal fou là qui fait du bruit. Voilà, donc là j'espère que vous m'entendez encore bien. Euh,
La direction d'acteur. Là, oui, donc du coup, vous avez d'autres solutions. Alors, ça, c'est méthode Roman Polanski, qui n'est pas dans les bons petits papiers aujourd'hui, mais qui, mine de rien, est quand même un très bon metteur en scène et qui, alors lui, dirige le matin. C'est-à-dire qu'il fait tout les intentions des personnages, les déplacements des personnages dans le décor le matin. Donc, il accompagne ses personnages dans le décor, les mouvements qu'ils doivent faire, les circuits qu'ils doivent emprunter, etc., par rapport à la caméra. Et il tourne l'après-midi. J'avais autre chose à vous dire sur la direction d'acteur. J'avais un dernier truc à vous dire sur la direction d'acteur. Zut, mais ça m'est sorti de l'esprit. Eh ben, est-ce que je vais le retrouver? Euh, Les mouvements, oui, je pense qu'en fait, c'est par rapport aux intentions que vous voulez donner aux comédiens et aux comédiennes. Donc, le réalisateur, lui, c'est ça. Il va plutôt raconter une autre histoire que ce qui se passe sur le film pour avoir l'émotion qu'il veut. Alors, c'est exactement ce qu'on fait avec les enfants. Les enfants, il y a une loi, il y a des lois pour faire travailler les enfants sur des tournages depuis les 400 coups de François Truffaut. Donc, un enfant, vous ne pouvez pas, évidemment, pour le faire pleurer, lui donner une grosse claque. Ça, c'est pas possible. Mais dites-vous que sans doute, ça s'est fait. Et c'est ça le plus horrible. Donc, en revanche, alors déjà, il y a des médiateurs souvent qui sont là sur les tournages quand il y a des tournages sur enfants. Les enfants peuvent tourner que le matin. Ils doivent faire les devoirs d'école l'après-midi, si c'est des enfants qui vont à l'école habituellement. Et, on leur raconte autre chose qui peut être conciliable avec, avec, avec leur âge. Si vous voulez, on ne va pas leur dire que quelque chose d'horrible. Le viol, par exemple, on ne raconte pas le viol à un enfant si c'est le sujet du film. Par contre, s'il doit avoir des émotions de tristesse ou autre, on va lui raconter une autre histoire. Là, d'ailleurs, vous pouvez aussi aller voir sur YouTube le casting de l'acteur de E.T., E.T. l'extraterrestre, le film de Steven Spielberg, où du coup, il fait pleurer l'enfant. Mais ça, c'est une bonne méthode. C'est-à-dire que nécessairement dans E.T., l'enfant allait devoir être triste puisqu'il y a la séparation avec l'extraterrestre qui est devenu son ami. Et il lui raconte il lui raconte des choses pendant le casting qui le ramènent à lui, mais des choses qui existent pour lui. C'est-à-dire, je sais plus exactement ce qu'il lui raconte, mais regardez la vidéo. Alors c'est très impressionnant, hein. L'enfant est extraordinaire. L'émotion monte au fur et à mesure jusqu'à la fin où il pleure complètement. Donc ça, c'est la direction d'acteur. Mais pourtant, je voulais vous dire un autre truc, mais alors je ne sais plus. Mais voilà, le réalisateur sur un tournage, c'est à la fois la préparation du tournage avec l'équipe technique, le scénario, donc s'il l'écrit ou s'il adapte un roman, bah, du coup, il y met son histoire, comme je vous disais, son style, ses thématiques de prédilection. Alors, c'est pas forcément des choses tristes, hein. Il y a des réalisateurs comme Al Ashby qui, toujours optimiste, toujours hyper gai, toujours voilà, extraordinaire sur l'humanité, à faire monter l'humanité très très haut et toujours avec beaucoup d'espoir, même des fois dans des moments assez tristes. Donc c'est pas forcément triste, hein.
Vous pouvez avoir aussi dans votre vie des choses qui sont très très gaies, puis vous voulez dire, ben, ça, ce sera ma thématique principale. Je sais pas, moi, celui qui veut faire absolument sourire la Terre entière. C'est déjà un enjeu extraordinaire, hein, mais et ça pourrait faire des très beaux personnages. Alors peut-être pas 20 films sur le même truc, mais, euh, mais, euh, mais ça peut être très, très intéressant. Donc voilà. Et puis ensuite, sur le tournage, du coup, c'est s'occuper de. Il s'occupe de rien. La technique, après, tout ça, c'est vu. Il y a des techniciens qui sont là pour ça. C'est pas son boulot. À la limite, il peut engueuler les techniciens quand ils font des trucs. Mais même ça, c'est pas son boulot. C'est plutôt l'assistant réalisateur, voire le producteur, qui peut aller serrer les vis aux techniciens. Le réalisateur, lui, c'est vraiment être en contact avec son comédien, direction d'acteur, et puis vérifier que la prise soit bonne, qu'elle lui plaise. Si elle n'est pas bonne, on en refait une autre. Voilà, voilà, voilà. Et puis avoir quand même un grand sens de l'humain, parce que si vous êtes un réalisateur un peu arrogant, bon, votre carrière va. Voilà, des fois, il faut être souple aussi. C'est-à-dire que on n'est pas tous des génies, on n'est pas tous Orson Welles. Et Orson Welles s'est grillé quand même dans sa carrière. Il a fait de très grands films. Mais le mec était tellement insupportable que les producteurs, à la fin, lui ont dit, bon, bah, non, mais on va plus te filer d'argent. T'es désagréable avec tout le monde. Tu casses des décors, tu machin et tout. Donc, donc voilà, donc il y a des mecs géniaux comme ça, mais malheureusement, sur le long terme, c'est pas forcément la meilleure attitude à adopter. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que vous avez tout compris et que s'il y a des questions, voilà, bah, vous avez le temps de les poser là. Et puis, sinon, vous pouvez aussi me transmettre des questions et puis j'y répondrai. Merci infiniment à vous, Monsieur François, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, Catherine, malheureusement, il y a un problème technique chez Monsieur François. On n'arrive pas à allumer la caméra. Ah ouais, j'arrive pas à allumer la caméra. Je pense que vous devez donner l'autorisation. C'est le Ouais, problème, je pense. je pense. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Une autre fois, donc je pense que Après, j'ai ma grosse tête sur le flyer du séminaire. Et j'ai à peu près la même tête là. Donc voilà. Mais parce que du coup. Alors, non, non, non. Vous êtes acteur de quel film? Ah non, mais moi je suis pas acteur. Moi, non, je fais de la réalisation. Donc je suis derrière la caméra. Je suis pas devant. Jean Renoir avec deux points d'interrogation, ça veut dire quoi? C'est parce que vous voulez vérifier l'écriture de Jean Renoir ou... je pense que oui, elle veut savoir comment ça s'écrit. Hop, elle Alors, a levé la main. ok. La parole est à vous. Catherine, vous avez accès au micro. Bien, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Ouais, vous m'entendez? Aïe. Euh, Bonsoir. Catherine, Catherine, nous vous recevons avec merveille. C'est Veuillez vérifier votre déplorable. connexion, s'il vous plaît. Ok, je pense qu'elle a un problème de connexion. Catherine, vous avez toujours accès au micro. Catherine, veuillez activer votre micro. Vous avez toujours accès au micro. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, j'ai beaucoup aimé vraiment votre présentation. Ben, Souvent, on merci. se pose des questions, mais
Fort heureusement, nous avons quand même appris ce que vous faites. Moi, quand j'ai écrit Jean Reno, je voulais d'abord savoir c'est comme ça que ça s'écrit ou bien il y a Oui, encore une autre non, manière d'écrire. c'est parfait. Souvent, j'ai aimé vraiment votre présentation. Merci C'est beaucoup. gentil. Bah, c'est parfait, Mhm. ça s'écrit tout à fait comme ça. Et après, Jean D'accord. Renoir, si vous voulez voir des films, alors c'est des films qui datent un peu quand même, hein, mais très beau film Mhm. de Jean Renoir, c'est La règle du jeu qui est très bien. Mhm. Voilà, par exemple. D'accord. Merci beaucoup. Ben, je vous en J'ai prie, beaucoup aimé votre présentation. Merci. c'est très gentil. Super. Je vais, Oui, monsieur. je vais essayer de vous. Alors, attendez. Oui, ben non, je suis bête. Je vais essayer de vous mettre les liens de, les liens des vidéos là dont je vous ai parlé. Je vais essayer de vous les mettre en messagerie, enfin dans le chat. Il n'y a pas de souci, monsieur. Alors, si je fais casting IT, voilà, eh ben, c'est celui-ci. Ça sera en anglais. Alors, déjà, celui-ci, je vous le mets. Ah, euh, le son va peut-être pas être super top, mais oh, j'ai mon ordi qui fait des couacs. Voilà, et puis je vais essayer de vous trouver du coup Jean Renoir, direction d'acteur. Hop. Est-ce que je peux avoir tout? Là, je pense que je dois avoir à peu près tout. Ah. Alors, super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Du coup, jusqu'à l'arrivée des liens et des questions des participants, j'ai une question à poser et qui se pose totalement tous les temps, Monsieur François. C'est les défis de l'intelligence artificielle. Donc, parfois, il y a des choses qui font peur concernant l'intelligence artificielle. Est-ce que cela va nuer ou bien ça va affecter les métiers de réalisateur de cinéma? Quels sont ces dangers et quels, quels sont les faits qui ne font pas de lui un danger? Ah. Franchement, moi, je suis assez partagé sur la question. Il y a des domaines, de toute façon, où l'intelligence artificielle, ça va apporter des choses très bien. Je pense à la santé, je pense aux opérations de santé, etc., etc. Où là, il y a des choses que nous-mêmes, on n'a pas forcément accès, ou c'est plus compliqué, ou c'est entre guillemets, l'être humain peut s'occuper d'autre chose et laisser l'intelligence artificielle faire des choses qu'il peut très très bien maîtriser. On voit des choses au niveau de la santé aussi, très très intéressantes. Au niveau de la création, c'est beaucoup plus compliqué parce que la création est quelque chose de purement humain, on va dire, entre guillemets, même si on sait qu'il y a d'autres animaux qui créent des choses aussi, mais peut-être pas aussi complexes, en tout cas pas comme le cinéma qui mélange plusieurs arts à lui tout seul, avec la musique, la danse, etc., le théâtre, le jeu d'acteur, etc. Euh, donc, ce qui pourrait se passer, j'essaie d'avoir un côté optimiste hein, quand même, hein, c'est que l'intelligence artificielle pourrait être tout à fait. On parlait de repérage, par exemple, tout à l'heure, de lieux. Est-ce que, au lieu de s'emmerder à aller sur tous les lieux de repérage, est-ce que l'intelligence artificielle qui collecterait des données géographiques ne pourrait pas
aider à choisir des lieux. Ça, pourquoi pas. Après, le problème de l'intelligence artificielle, c'est que, si vous voulez, il n'y a pas d'imprévu. L'être humain, c'est aussi cette question-là, c'est cette question de sensibilité et d'imprévu. Faire un film ou faire de l'art, l'art, c'est l'abstraction. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas et qui sort de nos cerveaux. Et donc, chacun à notre manière. Si je vous disais une scène à filmer, là, euh, ah, mon micro était désactivé. Vous avez entendu avant? Je ne sais pas. Non, Euh, non, on n'a pas pu l'entendre. ah, ok. Donc, ben, du coup, donc ce que je vous disais, c'est que donc sur la santé, ça peut être super, l'intelligence artificielle. Sur le cinéma ou sur l'art en général, ça peut aider beaucoup dans, par exemple, je parlais du repérage, ou peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, au lieu d'aller s'embêter à faire plein de lieux de repérage, lui, s'il collecte des données, il peut proposer des lieux, peut-être même visiter des lieux. Directement sur ordinateur et donc avoir une étape où on gagne du temps. En revanche, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'humain par le fait que l'art, c'est aussi du hasard. C'est-à-dire que c'est une histoire de contexte. Déjà, chacun de nous ferait une scène différente d'un film, alors que l'intelligence artificielle, elle, eh ben, elle va faire, on va lui proposer un prompt et elle va faire un truc par rapport à plein de données qu'elle va aller collecter à différents endroits. Ceci dit, on fait un peu la même chose. On va faire une scène par rapport à ce qu'on aura collecté, mais dans notre vie, dans ce qu'on aura vécu. Voilà. Euh, Peut-être que dans un scénario, il y aura un personnage, ça sera la représentation d'un ou d'une amie qui nous est chère dans la vie et qu'on aura envie de le mettre dans ce film-là, cette amitié ou cette relation. Mais ça reste de l'humain, ça reste pas une machine qui crée. Donc je pense que pour tout ce qui est technique, tout ce qui peut être aide de production, par exemple, gestion de fonds qui peut aider les productions, gestion technique, ça peut être du repérage sur des lieux pour nous montrer des lieux super, ça peut être, je sais pas, bon, maintenant l'intelligence artificielle peut tout faire, donc ça peut être aussi trouver le meilleur studio qui fait cette technique-là particulière parce que vous en avez besoin de cette technique-là particulière pour le film que vous êtes en train de faire. Donc, il peut trouver tout le support technique. En revanche, tout ce qui est artistique, je pense que même si un jour l'intelligence artificielle arrivait à faire un truc génial, 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 ben, ça ne serait pas comme l'humain. Alors moi, personnellement, je préférerais voir un film fait avec le cœur, pas forcément extraordinaire, mais fait avec le cœur, plutôt que un film qui paraît extraordinaire, mais fait avec une intelligence artificielle. Parce que le sens, la philosophie n'est pas la même. Faire quelque chose avec le cœur ou avec les idées qu'on a, c'est un travail extraordinaire. Ça veut dire se mettre à nu, ça veut dire raconter une histoire, ça veut dire partager un peu de nous aux autres. Alors que une machine, elle n'a pas grand-chose à partager. Donc voilà, donc je suis optimiste sur le fait que oui, ça peut servir au niveau technique, mais ça supplantera jamais la sensibilité humaine. Rien ne remplacera la sensibilité humaine. Voilà. Super. Alors, nous avons une question de Moustapha Ismail. Pourquoi vous, les réalisateurs, dès nos jours, vous vocalisez sur l'intelligence artificielle par rapport aux années passées? Ah, pourquoi est-ce qu'on se focalise? Alors moi, je me focalise pas trop dessus, mais j'ai des amis effectivement qui se focalisent beaucoup dessus. Euh, tu veux une réponse honnête de ma part ou pas? Parce que après, ça va toujours être mon avis à moi, hein. Ben, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont feignants.
et que l'intelligence artificielle, ça permet d'écrire un prompt, de pas trop s'embêter et de créer quelque chose de rapide, souvent moche, mais rapide. Et je pense que c'est vraiment une question de fainéantise. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez faire du bon boulot dans n'importe quel domaine, ben en fait, on a peut-être oublié un peu cette notion, mais il faut travailler. Je fais un peu vieux con, hein, un peu vieux réac de droite, alors que je ne suis pas du tout. Mais il y a un minimum quand même. Il y a un minimum à bosser. Et moi, par exemple, je suis en train d'écrire un scénario, ça fait 1 an que je suis dessus. Et ma fille me dit, tu l'as fini ton scénario? Ben non, je l'ai pas encore tout à fait fini. Mais parce que c'est un scénario où je mets beaucoup de choses qui me sont personnelles et j'écris. Le seul truc sur lequel j'ai utilisé l'intelligence artificielle, moi, c'était, là, je suis en train d'écrire un scénario sur l'adaptation d'un livre en japonais. Et c'était un peu pour me donner des idées de à quoi ressemblerait une forêt avec un piano au milieu de cette forêt. Bah, il m'a sorti plein de trucs moches, des trucs qui duraient je sais pas, 10 secondes, tu vois. 10 secondes de trucs pas très beaux, mais voilà, ou potentiellement, si tu veux, tu peux te dire, bon, ben, alors je vais écrire un truc, voilà, je trouve que sur l'image qu'il m'a proposée, ça, c'est pas mal. Euh, ça peut être une force de proposition sur certains points, mais tu peux pas prendre, euh, comment dire, enfin, prendre ce que crée directement une intelligence artificielle, c'est de la fainéantise. C'est quelqu'un qui n'a pas de courage d'écrire quelque chose artistique et qui n'a peut-être pas de talent non plus. Ça, après, il faut regarder, il faut se dire que bah, voilà. Moi, je dis pas que j'ai du talent, hein, loin de là. Mais je connais des gens autour de moi qui pensent en avoir. Et il faut être réaliste. Si vous voulez, si les films ne marchent pas, ah oui, on n'a pas parlé de la dimension financière. Enfin bon, là c'est un peu trop tard, mais si le film ne marche pas, c'est qu'il y a bien une raison. Donc, moi, j'ai réalisé un court-métrage là qui a eu 2 prix, un prix de l'image et un prix du scénario. J'étais plutôt content. Le prix de l'image, j'avais emmené ma fille, on a été chercher le truc, machin et tout. Et je ne l'ai pas du tout fait pour ça, hein. D'ailleurs, j'ai toujours été étonné. Je pensais même pas que. Moi, j'aime bien aller dans les festivals pour découvrir d'autres films. Évidemment, ça fait du bien à l'orgueil qu'un film soit présenté. Mais par contre, j'ai toujours filmé, je filmerai toujours avec une caméra, j'écrirai toujours mes scénarios moi-même. Après, ça n'empêche pas de se dire, tiens, je vais demander à une intelligence artificielle de me créer une toute petite vidéo pour me donner une idée, tu vois, pour chercher des idées, éventuellement. Mais, mais prendre la scène, créer sans rien modifier ou en se disant c'est bien, ça ne peut pas être bien. Parce que j'en reviens à ce que je disais, c'est que si tu demandes à une intelligence artificielle de créer quelque chose, ben, tu enlèves toute la substance qu'il y a en toi, tu enlèves toute la sensibilité qu'il y a en toi, et tu le donnes à une intelligence artificielle qui n'a pas cette capacité de sensibilité, etc. Donc, elle te donne un truc tout plat, c'est tout fade, l'intelligence artificielle. Si tu lui demandes un personnage, elle va te sortir un personnage sans défaut sur la peau, presque magnifique, très, enfin, ça fait vraiment presque des robots, les personnages. Ils se ressemblent tous. C'est un peu ce qu'on peut voir aussi sur les Disney qu'ils ont fait maintenant en live. Tous les personnages sont lisses. Il n'y a plus aucun, il y a plus aucun effort sur les émotions. Il y a un côté tout lisse. Bon, alors j'espère qu'un jour, on ne sera pas dans un monde tout lisse, parce qu'un monde tout lisse, je pense que ça ne permet pas vraiment le débat, et puis d'échanger des idées et de faire vivre des émotions aussi. Donc, non, moi, je reste sur le fait que l'intelligence artificielle, c'est très bien pour le technique, mais pour le créatif, s'il y en a qui l'utilisent, voilà. Peut-être dans la pub, mais bon, la pub, c'est pour vous vendre des produits, hein. Moi, j'en ai fait beaucoup de la pub, c'est très chiant.
Alors, en plus, en France, nous, on n'est pas très imaginatif. Moi, j'ai voulu mettre de l'humour, personne n'en veut. On n'est pas comme les anglophones sont les, les Anglais, les Américains sont pas trop les Américains, les Canadiens plutôt, mais ils arrivent à mettre de l'humour dans leur publicité, des fois même très moqueurs par rapport à leur propre société. En France, c'est pas du tout le cas. On peut rien faire de drôle. Voilà, on est tout de suite cassé dans le truc. Donc même là, le créatif est déjà frustré. Donc l'intelligence artificielle, elle va pas, ou alors voilà, c'est ça. On est dans un monde tout lisse. Et elle va faire un truc tout lisse, mais très rapidement, de manière très rentable, effectivement. Mais pour vous, spectateurs, ou pour moi aussi, hein, on va se faire chier. Voilà. Super. Donc, nous avons une question de Catherine. Pour réaliser un cinéma, il faut combien de temps? Oula, ça dépend du projet. Pour réaliser un film, ça peut aller très vite. Je vais dire qu'au minimum, du début du scénario jusqu'au tournage, tu peux compter minimum 1 an en étant à fond, hein. C'est-à-dire, tu écris ton scénario pendant allez, 4 mois, 5 mois. Donc, attention, hein, une page, c'est 1 minute, hein. Donc, si tu veux faire un film d'1 heure et demie, tu as 90 pages. Ou si c'est 2 heures, tu en as 120. Ensuite, après ton écriture du scénario, il va falloir que tu ailles voir des maisons de production qui vont faire des dossiers. Alors, si selon le pays, il y a des commissions qui peuvent donner de l'argent. Nous, en France, on a le Centre national de cinématographie, euh, et donc qui aide qui donne de l'argent. Le producteur va aussi aller voir les chaînes de télé, parce que les chaînes de télé, ils vont acheter le film pour le diffuser dans leurs antennes après qu'il soit passé au cinéma. Donc, eux aussi, ils vont pouvoir donner de l'argent si le film les intéresse. Une fois que le budget est bouclé, qu'on a toute l'équipe technique et toute l'équipe artistique. Équipe technique, c'est tous ceux qui vont servir le son, l'image, etc. Et l'équipe artistique, évidemment, c'est les comédiens, les acteurs, voilà. Après, le tournage. Donc, le tournage, on va compter 1 mois et demi. Maintenant, avec la pression financière, ils aiment bien que les films soient tournés en 1 mois. Ils sont assez rudes, mais, euh, mais en 1 mois, ça se fait, hein. Mais voilà, il faut être encore une fois très efficace. On va dire un mois, 1 mois et demi. Des fois, ouais, on va dire 1 mois et demi. C'est bien 1 mois et demi. Donc là, déjà, tu es à 4 mois, plus on va dire 3 mois pour les demandes d'aide, la création de l'équipe, machin et tout. Ensuite, 1 mois et demi, donc ça fait 7, 8 mois et demi. Et après, tu as la post-production, donc tout ce qui va être le montage, et puis la création des effets spéciaux, si tu as des effets spéciaux à inclure dans le film, plus évidemment la musique. Donc, la musique, des fois, ça peut être réfléchi en amont, avant le film, mais en général, c'est plutôt après. Donc, je te dirais que si tout s'emboîte bien, 1 an, c'est bien. Et ça dépend aussi de l'ampleur du projet, hein. Et puis après, bah, tu as des réalisateurs qui sont plus connus et donc qui, eux, travaillent comme ça. Et de toute façon, les producteurs veulent ces réalisateurs-là parce qu'ils savent que ça va faire des rentrées d'argent et qui, eux, peuvent se permettre de travailler beaucoup plus longtemps. Même si bah, ça engage la boîte de production à payer plus, mais ils savent que vraisemblablement, ça va rapporter aussi beaucoup d'argent. Donc, tu as des films qui s'étalent des fois sur 5 mois de tournage, 6 mois de tournage, parce que c'est des gros films, c'est des gros budgets, et puis parce que le réalisateur, ben, il aime bien faire plein de prises à chaque fois. Je pense à Stanley Kubrick, bon, même s'il est mort, c'est un réalisateur qui tournait très, 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 très longtemps, parce que il faisait beaucoup de prises à chaque fois. Même si la prise était parfaite, il refaisait des prises.
pour avoir la meilleure chose. Donc là, c'était des tournages qui étaient relativement longs. Mais c'est exceptionnel. Il faut avoir un nom, il faut avoir un bagage cinématographique important. Et là, tu rentres dans une autre cour, j'ai envie de dire. Mais sinon, 1 an pour un film, voilà, en étant efficace, début du tournage jusqu'à la fin du tournage, enfin, pardon, début du scénario jusqu'à la post-production, montage, etc. Et après, bah, du coup, ça sort au cinéma. Alors, le film ne sort pas forcément directement après la post-production, hein. Ça, évidemment, tu as une liste d'attente, hein, de films qui ont été tournés avant. Et puis, il faut que tu attendes voilà, 6 mois, 7 mois pour que le film sorte au cinéma. Mais ça permet de faire des avant-premières, ça permet de faire des tests aussi sur certains publics. Bon, déjà, le public, l'équipe technique, la maison de production qui a financé le film et qui veut voir le film avant tout le monde. Et tu peux faire des public tests. Donc, on invite un public dans une salle de cinéma. Le film n'est pas du tout encore sorti. Les journalistes aussi. Et donc, on projette le film et puis on regarde. Voilà. Et des fois, même à ce moment-là, il peut y avoir des retours critiques qui font que ben, rapidement, avant la diffusion du film au cinéma pour tout le monde, il peut y avoir des petites retouches de montage parce que là, c'est un peu long. Là, c'est voilà, enfin, voilà, des petites retouches de montage. Voilà, avant la diffusion finale du film. Et voilà, donc ça peut être 1 an pour toute l'organisation du film et puis une demi-année avant la diffusion. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur un chat. Jusqu'à l'arrivée du reste des participants, du reste des questions des participants, pardon, j'aimerais poser une question également concernant le 2D et 3D. D'accord? Il y a des personnes qui entrent, par exemple, le 3D, je ne sais pas, comme ils l'ont fait sur Avatar, je pense, ou Ouais, bien Sonic, ouais. Sonic the Hedgehog, qui peuvent entrer le 3D. Alors, quels sont les défis du 3D et 2D dans le cinéma? Quels sont les bénéfices, quels sont les inconvénients, quels sont les côtés, les bons côtés du 3D? Euh, Comment bien l'utiliser et si l'utilisation, qu'est-ce que ça va faire si on n'utilise pas très bien, comme ça s'est passé dans quelques films, si c'est possible. Ouais, ouais. Bon, bah, le 2D, je vais pas en parler parce que le 2D, c'est 99% des films que vous allez voir. Euh, alors pour la 3D, déjà, ça demande plus de financement parce que c'est toute une logistique technique pour un tournage, donc avec plusieurs caméras, pour l'effet de relief. Donc on filme euh, des, des- des premiers plans, des deuxièmes plans qui ensuite, par ordinateur, vont être additionnés pour faire ressortir une partie qui va être filmée par une caméra, mais avec le fond filmé par une autre caméra. Mais du coup, il va falloir filmer plusieurs couches pour que ça ressorte. Alors, ça, j'allais dire, c'est un peu dans l'histoire du cinéma, comme il y a eu le cinémascope. À un moment donné, quand le cinéma n'arrive pas forcément à se renouveler et pour attirer les spectateurs, il crée de nouvelles techniques. Parce que le 3D, c'est très vieux. Le premier réalisateur qui a fait un film en 3 dimensions, c'est Alfred Hitchcock. C'est Le crime était presque parfait, 1954. Donc, il a été filmé en 3 dimensions. Il se voit d'ailleurs dans sa version 2D, on voit les objets qui devaient dépasser de l'écran. Il a été diffusé en 3D. C'est pas mal, mais ça n'apporte rien à l'histoire. Ce qui est intéressant dans le 3D, c'est qu'est-ce que ça apporte à l'histoire. C'est-à-dire que c'est une immersion du spectateur avec les personnages du film. Donc,
Est-ce que ça marche bien? Bon, déjà, c'est pas beaucoup utilisé. Ça marche sur les films avec des décors souvent fantastiques qui permettent une immersion. Euh, je pense que sur Avatar, moi, je l'ai pas vu Avatar en 3D. Donc, je ne sais pas du tout. Je vais voir très, très peu de films en 3D, en fait, pour vous avouer. Je ne sais pas l'impact que ça a. Je ne sais même pas pour vous dire le dernier film en 3D que j'ai vu. Ça remonte, hein. Ça remonte pas mal. Mais, euh, mais oui, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que c'est une histoire de feeling et de goût, quoi. C'est-à-dire que si on a envie d'avoir la sensation d'appartenir un peu plus au film, c'est comme aujourd'hui, par exemple, vous avez les sièges qui bougent. Vous avez des salles de cinéma où les places sont plus chères et où vous allez avoir du vent, de l'air par rapport à ce qui se passe sur l'écran. Même un jour, il y a eu un mec qui a eu l'idée de faire, ça ne marche pas du tout, c'est une catastrophe, mais des trucs avec l'odorama, ce qui fait que du coup, vous aviez les odeurs en fonction du film. Alors, c'est impossible parce qu'il y a tellement d'odeurs par image que voilà, ça s'est complètement cassé la gueule. Mais le 3D, j'arriverai pas vraiment à répondre à votre question parce que déjà, d'une part, je ne vais pas suffisamment voir de films en 3D. Et qu'est-ce que ça va apporter, étant donné que c'est quand même pour l'instant marginal sur le cinéma et que ça marche quand même plus ou moins bien. Parce que l'idée du 3D, c'est que ça soit vraiment immersif pour le spectateur. Et en fait, c'est immersif à certains moments, mais pas tout le temps. Hein, on n'a pas encore cette sensation de rentrer complètement du début jusqu'à la fin d'un film. Alors, encore une fois, je n'ai pas vu Avatar. J'imagine que c'est très beau en 3D, techniquement. Mais, euh, mais est-ce que quand on sort du film, est-ce qu'on se dit c'était utile que ça soit en 3D? Je ne sais pas. Moi, j'ai quand même la sensation que beaucoup de gens autour de moi qui vont voir des films en 3D, c'est pas ça qui retiennent en premier. Et donc, je pense que le cap qui sera passé pour la 3D, ça sera quand les gens sortiront de la salle et diront c'est génial l'expérience que j'ai vécu. Et là, le 3D était un plus par rapport à tout ce que je peux vivre sur un film en 2D. Mais j'ai pas cette sensation-là aujourd'hui. J'ai pas la sensation que ce soit un truc qui soit. Pourtant, je vous dis, hein, c'est vieux, hein, en fait. Hein, c'est Hitchcock qui a testé plein de trucs dans sa carrière, a fait énormément de choses. Il était normal qu'il laissait le 3D parce que c'était quelqu'un qui touchait à tout. Bon, ben, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui ça marche encore tout à fait le 3D. Ça marche à un certain moment, mais voilà, ça s'arrête devant nous. Ce qui serait génial, si vous voulez, le 3D, ça serait que dans un film de Star Wars, par exemple, un vaisseau sorte de l'écran en 3D et passe au-dessus de nous. Ça serait avec le bruit, avec la vitesse, avec l'air qu'on ressentirait. Ça serait génial. Mais ça veut dire que c'est développer une autre technique avec un écran d'un côté, peut-être un écran derrière nous qui réceptionne aussi l'image. Mais ça serait fantastique. Pour l'instant, rien ne dépasse la perception de l'œil. Donc l'immersion, elle est limitée, j'ai envie de dire. Voilà. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ok, je pense que tout le monde a eu des réponses à leurs questions et que tout est clair et tout le monde était content d'avoir eu cette expérience, pardon, et d'avoir appris de votre expérience également, Monsieur François. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, mais de toute manière, ce que j'avais envie de dire, parce que c'est pas forcément évident de poser des questions, surtout quand on ne connaît pas. Et puis là, on ne se voit pas, je ne peux pas débloquer ma caméra. Donc, n'hésitez pas à passer, à faire passer vos questions.
si vous avez des questions, voilà. Et puis, ou des envies de découvrir des choses. Et puis, quand j'aurai le temps, j'essaierai d'y répondre. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je vous remercie. J'espère que ça vous a intéressé. Désolé pour les gros mots, parce que moi, c'est pas j'aime bien en dire, mais c'est par facilité. Donc voilà, des fois, je suis pas le plus poli du monde. Et puis voilà, et puis je vous invite à voir. Oui, voilà, hein, je vous invite tout simplement, première école, hein, pour être réalisateur, c'est comme un écrivain. Voyez des films, quel que soit le film. Ayez pas de jugement hâtif sur un film. Voyez des films, c'est déjà la meilleure école pour, être réalisateur ou pour être autre chose. Mais voyez des films sans discrimination, sans vous dire: «Ce film, il va pas me plaire» et peut-être qu'il vous plaira pas. Mais voyez des films, voilà. Merci infiniment à vous, Monsieur François, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous nous verrons, Inch'Allah, dans nos prochaines activités ou encore demain avec le séminaire de la planification MS avec Dr Nadia Lababidi, ou encore le samedi avec l'alphabet arabe et bien sûr un séminaire concernant le média numérique qui vous attend avec Dr Nariman et plein d'autres activités qui vous attendent. N'oubliez pas, l'inscription est ouverte au programme d'études de l'Université Mid-Ocean. Elle est tout à fait et complètement gratuite aux étudiants, à tous les Comoriens, que ce soit d'où ils viennent. Comoriens, vous avez accès gratuitement à l'université et vous en profitez de tous ces programmes d'études et d'étudier avec nous pour jusqu'à le remet des diplômes. Oui, Monsieur François, nous aurons l'enregistrement de ce séminaire via YouTube. Je vous enverrai dès qu'il sera prêt. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Merci, au revoir.